Bon, ça fait 1 heure que les cloches sonnent. On va faire avec, c'est ça de vivre à côté d'une église. Et en plus, j'ai eu une semaine mouvementée. Restez, je vous raconte. Bon, j'ai pas eu une grosse semaine de lecture et encore moins de visionnage. Que je vous explique. Mercredi devait sortir l'épisode avec Mathieu Tellet. Épisode qui est très cool. Scénariste de la BD Retour aux Normandies et surtout du comics Héritage, dont il est à l'origine. Et à la fin de la première journée de montage, mixage, lundi dernier quoi, à 1 heure du matin, j'ai tout perdu. 8 heures de travail. Heureusement que j'avais toujours l'enregistrement brut, mais ce que je devais faire en 2 jours, j'ai dû faire, ou plutôt refaire, en une journée, 17 heures de boulot d'une traite. Autant vous dire que j'étais bien fatigué après ma nuit blanche. Mais heureusement l'épisode est sorti à l'heure, et comme je devais voir ma petite maman, pas le temps de faire une sieste. Donc, les lectures et visionnages, pas trop le temps cette semaine. Enfin si, en vrai, je regarde la saison 3 d'Oshinoko, la deuxième de Hell's Paradise, j'ai suivi Sentence to be a Hero, mais je vous en parlerai quand elles seront finies. Donc cette semaine, on va rester sur de la lecture avec 4 titres, bien cool, pas beaucoup en quantité, mais que de la qualité. Et pour commencer, le 3e tome de Centuria, un manga de Toru Kuramori, paru le 12 février chez Kurokawa. Ça, je pense que c'est une série qui va repoper à chaque nouveau tome dans le podcast. C'est clairement au-dessus de beaucoup de choses qui sortent en ce moment, et j'adore la direction que ça prend. Si vous ne connaissez pas, en gros, c'est l'histoire d'un gosse, Julian, qui est vendu à un forgeron qui va forcément le maltraiter, et pour se libérer de cette situation, il va le tuer. C'est vraiment le postulat de départ, hein. Je ne spoile rien ici, je vous rassure. Et pour fuir, Julian il va embarquer, clandestinement, sur un bateau rempli d'esclaves. Il a pris le package lugubre premium. Mais sur ce vaisseau, où il va lui-même devenir esclave, sinon c'est pas drôle, il va découvrir ce que c'est la bonté, puisque les opprimés du navire se serrent les coudes. Et dans ce groupe, il y a surtout une femme, Mira, qui va partager avec lui ses rations, alors même qu'elle est enceinte. Et Julian, il se rend compte de ce que c'est qu'une vraie maman. Bref, un jour, ça tourne au vinaigre, et une entité qui vient du fin fond des océans, assez balèze, va faire son apparition et offrira à notre héros un pouvoir qui pèse lourd, le sang de 100 personnes mortes qui, combinées, lui donneront une force spectaculaire. Il va alors prendre une décision, élever la fille de Mira, Diana, et essayer de vivre normalement dans un nouveau pays. Dans le tome 3, l'histoire bascule vers une tension politique, une prophétesse annonce que Diana tuera le roi, la personne chargée de l'éliminer hésite, la pression monte, Julian encaisse pour protéger l'enfant, et la situation entraîne des choix qui font de simples gens des rebelles. Le 2e tome nous laissait un petit peu respirer, bah là, c'est bon, on rebascule, on est clairement dans des émotions contradictoires. Julian n'est pas le seul à avoir une sorte de pouvoir surnaturel, ça va foutre le bordel dans sa nouvelle petite vie, mais cette histoire de prophétie, je peux pas m'empêcher de me dire que c'est en parlant et en essayant d'agir contre que finalement elle se réalisera. On verra bien comment ça va évoluer, mais en tout cas, ça envoie bien la sauce Centuria, aussi bien sur l'histoire que graphiquement. Il n'y a rien d'ultra spectaculaire pourtant dans le dessin, mais c'est vraiment très bien réalisé, efficace, très propre, et ça suffit pour rendre la lecture vraiment agréable. Le prochain tome est pour le moment prévu en juin. Ensuite, j'ai lu un récit poignant qui ne m'a clairement pas laissé indifférent, et c'est un manga français, Run to Heaven, alors je sais pas si on le prononce Toan ou Toan. Le premier tome était sorti en juin 2024, et le second en avril 2025. Et c'est chez Ankama. Ça se passe en 2036, sur l'archipel d'Arequero. Ce nom, il est impossible à dire, je trouve. Arequero ou Arequero, moi j'ai envie de lui dire Arequero, voilà, qui est déchiré par une guerre entre le nord et le sud. Sur cet archipel, avec son papa qui ressemble énormément au docteur Daisuke Ido, pour ceux qui voient, vit une jeune fille, qui est pas super appréciée par les gens de son âge, on sait pas trop pourquoi. Après, il a jamais fallu grand chose pour que certains soient des harceleurs et que les plus bêtes suivent le mouvement. Et cette gamine, elle traîne toujours autour du littoral, en espérant voir sa mère rentrer parce qu'elle est amirale sur un navire. Au début, c'est une jolie histoire sur une fille qui se fait bousculer, mais elle a un potentiel assez costaud
pour la course, aussi bien en endurance qu'en vitesse. Et justement, c'est la trêve dans ce conflit, puisque les Jeux mondiaux ont lieu, et on organise une petite fête du sport sur l'île, et elle a peut-être l'occasion de briller. Et assez vite, on passe sur un ton bien différent, mais qui respecte toujours la trame, et ce que l'auteur avait installé dès le départ. C'est assez déroutant, je vais pas vous mentir, il est probable qu'une petite larmichette ait pu malencontreusement se trouver à rouler sur ma joue, mais c'était un accident. Je suis même pas sûr que c'était une larme à moi, je pense qu'il pleuvait au-dessus de mon lit quand j'étais en train de lire. Vous aurez compris que l'euphorie était de courte durée, et le tome 2 est bien plus sombre que le premier. Il y a des conséquences aux événements du premier, et Fi va être contrainte à faire des choix vraiment pas simples, tout en gardant en tête qu'elle est capable de faire les jeux mondiaux. En fait, dans ce manga, ce qui est fou, c'est déjà les retournements de situation, mais aussi les choix des personnages et ce qu'ils font ou non de leur humanité. Petite mention pour ça, mes sœurs Agnès, j'adore ces deux persos. J'ai jamais vécu la guerre, et j'espère que ça va durer encore longtemps, voire pour toujours, mais ce côté on continue de vivre malgré un quotidien pas ouf, on peut quand même sourire, et où parfois le temps qui s'arrête se met à reprendre son cours brutalement, et ben ça m'a touché. Je vais être franc, au début j'étais réticent, parce que je trouve pas ça exceptionnel au niveau des dessins. C'est déjà incroyable, hein, je suis incapable de faire la moitié de ce qui nous est montré ici, mais ce type de coup de crayon, ça me touche pas. Bah malgré ça, croyez-moi, j'ai pris une énorme torgnole en plein dans ma face. Tout est bien dosé, c'est intelligent, c'est bien écrit, et aussi mignon que c'est dévastateur. Petit truc qu'on aime bien, comme pour Achilles, on a les premières pages en couleur. C'est toujours un petit plus qui se perd, j'ai l'impression, alors quand c'est là, faut le noter. J'espère que le troisième tome ne va pas tarder parce que franchement, c'est grandiose, et j'ai vu qu'il devrait sortir cette année. Et comme il n'y avait pas assez de bagarres et d'hémoglobine, j'ai aussi lu Pumpkin Night, le 9e tome, qui est sorti chez Mangetsu le 18 février. C'est un manga écrit par Okazono Masaya et dessiné par Taniguchi Seima. Pumpkin Night, c'est un bon gros slasher ultra gore, nihiliste à souhait, sur fond de vengeance bien crasse, avec une certaine dose de violence graphique, mais une violence qui s'assume, à mi-chemin entre l'horreur urbaine et le grand guignol. On commence le manga avec Naoko Kirino, ancienne élève qui a été brisée à cause d'une mauvaise blague. Quand je dis mauvaise blague, en fait je dis agression et harcèlement, qui a tourné au drame. Elle finit internée quand même, et je parle pas d'un petit coup de mou, là c'est une grosse hospitalisation psychiatrique. Et un beau jour, elle s'évade et enfile un masque de citrouille. Et la vendetta peut commencer. Mais elle va d'abord s'occuper du cas d'une ancienne camarade, Asumi, puis elle va également menacer un certain Kazuya. À partir de là, c'est l'escalade, et celle qu'on appelle désormais Pumpkin Night va devenir une figure représentant la vengeance des opprimés. En 8 tomes, elle a eu le temps de faire couler pas mal de sang en arrachant des bras et peut-être un ou deux yeux au passage. Naoko va traquer ses anciens camarades, affronter la police, les militaires et une organisation pseudo-scientifique armée, toujours dans un joyeux bordel ensanglanté. Mais au milieu de tout ça, en refaisant le puzzle de son passé, on va voir le rôle de Kazuya devenir central, l'intrigue s'élargir, et l'objectif va justement être de le sauver. Bon là, le 9e tome, au départ, c'est un peu une pause, on prend le soleil, on se détend, mais c'était sans compter sur une entreprise mi-militaire, ça rendrait presque le truc mignon, mi-militaire, mais c'est qui les mi-militaires Bon, à moitié militaire et mi-politique, Farms, qui va tenter d'attaquer notre Naoko préféré en usant de drones de combat ultra tech. Ça devient plus paramilitaire que le côté slasher du début, mais j'ai envie de dire, pourquoi pas. Franchement, c'est pas l'histoire du siècle, qu'on se le dise, le scénario va dans tous les sens, c'est pas très inventif, mais est-ce que c'est pour ça que c'est pas bien Eh ben non, je peux comprendre qu'on n'aime pas, franchement, mais perso, ça me fait marrer, c'est complètement assumé, on dirait une série Z qui sait très bien ce qu'elle est, et qui s'en amuse en fait. C'est absurde, gore, il y a quand même une certaine tension doublée d'humour scabreux, et les designs sont tout à fait à la hauteur pour raconter ce genre d'histoire. Évidemment, c'est pour public très averti, mais si vous êtes client, vous devriez adorer. Le 10e tome devrait sortir en VF en juillet, par contre la série est pas finie au Japon, me semble-t-il, et est actuellement en pause, on verra bien. Et on passe à la dernière lecture, une BD de Dobbs et Aurélien Morinière, chez Oxymore Éditions, à la store de Sombregarde, le premier tome, qui a pour titre L'infâme gentilhomme, et c'est sorti le 21 janvier dernier. En résumé, on commence avec un certain
Gulgar, maître gobelin au chapeau tranchant et à la peau rouge, qui sort la tête d'un amas de cadavres sur un champ de bataille. Il emmène avec lui son frère, Ulgar, qui n'a pas vraiment le même physique, puisqu'il est réduit à être un crâne sur un bâton. Ça ne les empêche pas de se chamailler, cela dit. Et ces chamailleries finissent par attirer de gros méchants pas beaux, qui étaient en train de sceller par magie un chevalier. Chevalier qui sera donc secouru par nos deux frangins. Chevalier, oui, mais chevalier de la mort. Chevalier d'Arki, qui porte donc le doux nom d'Alastor de Sombregarde. Il a un objectif, retrouver sa sorcière bien-aimée, et il fera le chemin avec nos deux gobelins et sa monture, un cheval qui visiblement ne sent pas bon. C'est une quête, on traverse divers lieux, personne n'a l'air surpris de voir des gobelins ou des chevaliers à moitié zombies, et ça, on apprécie. C'est une belle dark fantasy médiévale avec un ton aussi bien sarcastique que contestataire, et nos héros vont vivre plusieurs situations rocambolesques. C'est forcément un peu sombre, parfois violent, mais on a une partie un chaud et romantique. Il veut retrouver cette femme dont il est amoureux quand même, et les interventions de nos deux gobelins viennent donner un côté plus rigolo qui adoucit le ton. C'est vraiment très très beau, les cases sont soignées et le format aide à apprécier au max les dessins. La couve, sublime, elle résume tout ce que j'aime. C'était certain que j'allais ouvrir ce bouquin et le contenu est du même acabit. Que demander de plus? C'est ténébreux, un peu sale même de temps en temps, et c'est justement ça qu'on apprécie. On a un folklore bien bossé, un joli bestiaire, on vit des péripéties, et l'alchimie entre les persos est super bonne. Ce qui est le plus cool, de mon point de vue, c'est qu'on suit ceux qui sont souvent les méchants dans ce genre de récit, et finalement, quand on est de leur côté, ceux qui sont censés être bons, entre guillemets, sont peut-être plus les tyrans qu'autre chose. Vous savez que je parle pas d'œuvres qui ne me plaisent pas, donc si c'est là, c'est que j'aime un minimum, mais là je dois dire que j'ai été vraiment séduit. Je dois remercier Steph Emma Review sur Instagram, qui avait fait un post dessus et qui m'a clairement donné envie de lire cette œuvre. Donc Steph, merci. D'ailleurs je mets son Insta en description, comme ça vous pourrez aussi avoir plein de recos tout le temps. Il me semble que le deuxième et dernier tome sera dispo à l'automne. J'ai pas vu de date précise cependant, je peux vous dire qu'il se nommera La Forteresse Noire. Et on passe donc à la mention spéciale de la semaine, et je viens d'en parler, Alastor de Sombregarde. Il y a vraiment tout pour me plaire, le récit, le ton mi-sombre, mi-humour noir, le style visuel. Je suis assez curieux de voir le tome 2, j'ai l'impression que le récit pourrait durer bien plus longtemps, donc je veux voir comment ça va se conclure en un seul autre tome. Dobbs et Morinière se sont bien trouvés, en tout cas. Et pour le coup de cœur, cette semaine, ça ne peut être que Run to Heaven. Franchement, on a des pépites en manga français, entre Ashes, Onera et celui-ci par exemple, je trouve qu'on est plutôt gâtés. Scénaristiquement, c'est assez dingue. Réussir à nous faire oublier le décor pour nous y replonger de façon si brusque, je trouve qu'on s'approche du génie. Fi et Bookman, son papa, ils font une belle paire, et j'ai très envie de voir ce que l'avenir leur réserve. Pour soutenir le podcast, un commentaire sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, je suis partout, même sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper et de mettre de jolies petites étoiles. On peut aussi se capter sur Instagram, supplément.geek, sans le point, c'est des compléments alimentaires. Donc non, c'est pas la même chose, c'est pas moi, et vous aurez pas de manga, de comics, de BD, de visionnage et tout le reste. On se retrouve mercredi pour parler d'un manga d'un de mes auteurs favoris, avec une belle mais dangereuse demoiselle au centre de l'histoire. Si vous avez deviné, mettez-le en commentaire. Bisous, mes geekous et bon chill. Hasta la vista, baby.